d'abord un dépistage. La drépanocytose est une maladie avec des complications potentiellement très graves, mais qui peuvent être évitées si on met en œuvre un traitement précoce. C'est donc une bonne indication pour le dépistage et qui est relativement facile à réaliser. En France, on le fait à partir du test du Guthrie qu'on fait au talon, généralement à 3 jours de vie des nouveau-nés. Ce procédé qui a été utilisé, il était mis en œuvre aux Antilles depuis les années 1980 et puis il a été introduit progressivement en France et depuis 2000, il est fait dans toutes les régions de France. Malheureusement, il est encore ciblé. C'est-à-dire qu'on teste pour la mucoviscidose tous les enfants qui naissent en France ou pour la phénylcétonurie. Pour la drépanocytose, on va cibler les enfants dont les parents sont originaires des régions qui sont dites à risque, avec donc une prévalence importante de traits drépanocytaires. La carte de géographie du dépistage va dépendre en fait des données de chaque département. Le pourcentage de nouveau-nés dépistés varie beaucoup. En Bretagne, 10% des nouveau-nés bénéficient du dépistage de la drépanocytose, 70% en Île-de-France. Ça a bien sûr des raisons économiques. C'est ainsi qu'on a décidé, il y a 20 ans, de le cibler. C'est de moins en moins pertinent de le cibler du fait des brassages de population. Et je crois qu'il faudra arriver à le systématiser. Je crois que ce serait assez important. Le nombre d'enfants atteints augmente puisqu'en 2009, il y avait eu 400 enfants porteurs de syndrome drépanocytaire majeur qui ont été dépistés. Et en 2019, je regardais, il y en a eu 586. 186 de plus. Il y a donc une augmentation très importante du nombre d'enfants porteurs de la drépanocytose. Quand je fais des cours, je dis souvent aux étudiants, quelle que soit la région de France où vous vivez et quelle que soit la pratique médicale que vous exercerez, vous serez amené à prendre en charge des patients drépanocytaires. Et en l'occurrence aussi des enfants, puisque moi je suis pédiatre. Et d'ailleurs, je vois ça quand je fais des cours. Il y a 10 ans, quand je demandais qui a vu des enfants drépanocytaires, c'était une exception. Aujourd'hui, quand je fais un cours, tous les doigts se lèvent. Tout le monde a été amené à prendre en charge un enfant drépanocytaire. Je pense que c'est les données de l'immigration. La drépanocytose n'est pas une pathologie de la France métropolitaine. Elle est par contre évidemment extrêmement fréquente aux Antilles. Mais je crois que les vagues de population ont fait cette augmentation de la prévalence. C'est en fait un mouvement qui est très commun à tous les pays européens. Quand on regarde la carte d'Europe des patients, la maladie soit augmente, soit elle apparaît. J'ai déjà fait des interventions dans les pays comme la Finlande, la Norvège et la Suède. Maintenant, ils ont une population drépanocytaire. Ils découvrent vraiment parce que il y a comme des spécificités de la drépanocytose. Un truc très simple, un enfant qui tombe, il ne faut pas lui mettre un gant de glace. Il y a des choses très simples à très élaborées qu'il faut savoir et qui sauvent la vie. C'est une très bonne question parce que on peut considérer que la drépanocytose, c'est une maladie de l'hôpital. Ce serait une erreur parce que la prise en charge d'un enfant drépanocytaire, c'est un réseau. C'est une association de gens qui vont se mettre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement des centres de référence. C'est une maladie rare qui a été reconnue en 2004 comme une maladie rare à soutenir financièrement. Mais les gens vivent rarement en face de Necker Enfants Malades ou en face du centre de référence. Et ils vivent très loin des centres de référence. Donc, il faut qu'il y ait une intrication de personnes qui vont communiquer entre elles, mais qui ont des données qui peuvent être minimales quand il y a très peu de patients suivis, mais à maximales dans le centre de référence. La première idée, c'est qu'il faut travailler ensemble et que c'est une pathologie pluriprofessionnelle. Il faut travailler avec des médecins, des infirmières, des psychologues, des enseignants, etc. Il faut que tout le monde ait une information. Après, le médecin de ville, il n'a pas à être exclu du système, ce qui serait très simplificateur et très erroné. D'abord pour des raisons évidentes, parce qu'il habite à côté des patients, il connaît la famille. Il va intervenir sur des prises en charge de symptômes qui ne sont pas graves. Il y a des explications qu'on peut donner sur les signes de gravité. Il peut prendre en charge des fièvres modérées. À partir du moment où on a plus que 38,5, 39, on est dans le grave. Mais en dessous,
Il va prendre en charge et éviter des hospitalisations ou des consultations aux urgences pour des otites ou des choses qui sont de son domaine. Il peut aider la famille à prendre en charge des crises douloureuses quand elles peuvent être résolues par des moyens tels le paracétamol ou l'ibuprofène. Il est bien sûr au premier plan pour les vaccins. Et il y a un calendrier vaccinal spécifique dans la drépanocytose. Il est la personne de confiance pour aider pour la scolarité. Il est le seul lien qui va exister au moment de la transition. Quand les enfants vont quitter le système de la pédiatrie pour arriver chez les adultes, c'est la seule personne qui va rester constante. Et il peut, s'il a envie, et je pense que c'est vraiment une part très importante, il peut participer à l'éducation thérapeutique des patients. À NECA, nous avons créé ce qu'on appelle le classeur imagier. Je travaille avec un outil d'éducation qui s'appelle le ROFSED, le réseau francilien de soins des enfants drépanocytaires, financé par l'ARS. Nous avons créé des outils d'éducation thérapeutique. Et si le médecin traitant, le médecin de proximité et le médecin du centre de référence sont le même outil pour expliquer ce que c'est que la rate ou ce que c'est qu'un Doppler transcrânien, etc. Pour les parents, ça va devenir important. Et puis, je pense aussi que les médecins de ville sont importants pour aider les familles dans leur choix reproductif. Il peut parler du diagnostic prénatal, il peut parler de beaucoup de choses parce que c'est la personne de confiance. D'abord, les enfants drépanocytaires, ils ont les mêmes vaccins que tout le monde. Il a aussi besoin du vaccin contre la grippe, parce que la grippe doit absolument également être prévenue. Donc, la question du pneumocoque est très importante. Pour l'enfant drépanocytaire, pour tout le monde, il faut toujours faire un vaccin conjugué avant un vaccin polyosidique. Donc ça, c'est une règle, mais qui s'applique encore plus dans la drépanocytose. Donc il y a le Prevnar, et il faut rajouter une injection spécifique pour les enfants drépanocytaires. C'est pas seulement 2 mois, 4 mois, 11 mois, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 11 mois. Et puis après, il y a le vaccin polyosidique qu'on pourra rajouter à 2 ans et à 7 ans. Autrefois, on faisait tous les 5 ans le vaccin polyosidique, le Pneumovax. Maintenant, on ne le fait plus que 2 fois. Il y a des règles si l'enfant est en rattrapage de calendrier vaccinal, etc. Après, il y a la question des méningos. Il y a le vaccin anti-méningite B, qui est le Bexsero, avec son calendrier vaccinal, et que on n'est pas censé recommencer. Et puis, il y a les vaccins anti-méningite Y et W, W135. Il faut éviter maintenant les vaccins qui ne soient pas conjugués. Il faut faire que des vaccins conjugués. Il y en a 2, le MENVEO, qu'on fait après 2 ans, et le Niemenrix, qu'on fait à partir de l'âge de 6 semaines, avec là aussi des calendriers extrêmement serrés. Puis, bien sûr, le vaccin contre l'hépatite B. Et voilà. Il y a différents niveaux. Il y a d'abord les traitements préventifs. Les traitements préventifs, il y a l'oracilline, enfin la pénicilline, et puis la spéciafoldine. Et puis il y a les traitements des complications. Les complications les plus fréquentes, c'est les infections, les crises douloureuses, les complications par anémie aiguë. Et puis les événements compliqués, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Il y a un médicament majeur qui s'appelle l'hydroxyurée, qui est commercialisé sous le nom de Cyclos ou d'Hydrea, qui est un traitement préventif des crises douloureuses, qui a des modalités d'administration qui sont variables suivant les pays. Aux États-Unis, on le propose à tous les enfants, et en France, on le propose de façon plus ciblée. Il y a énormément de recherches sur les nouveaux médicaments. Il y a énormément de réflexions sur la greffe de moelle et la thérapie génique, qui sont très attendues par les familles, qui rêvent d'un traitement curateur, qui est parfois possible. Et puis après, il y a l'énorme problème que les familles donnent le traitement, qui est le problème de l'adhérence thérapeutique, et qui est extrêmement compliqué dans cette maladie de toute une vie, qui est fastidieuse et ennuyeuse et douloureuse. Et donc l'adhésion au traitement, c'est un problème majeur. Je m'occupe de drépanocytose depuis 30 ans. J'ai vu apparaître la drépanocytose comme une priorité de santé publique, parce que ça n'était pas. C'est assez récent, cette prise de conscience. Alors, on la voit à tous les niveaux, et au niveau de toutes les structures, et elle n'est pas enseignée correctement pendant les études de médecine. Les médecins ne sont pas équipés, ils n'ont pas appris. C'est pas de leur faute, réellement, on l'apprend pas. Donc, je pense qu'il faut trouver, nous, du monde hospitalier, les professionnels de santé, les healthcare professionals, comme ils disent les Anglais, on doit trouver des moyens pour que tout le monde apprenne. Et dans tout le monde, je mets aussi les familles, les patients, les associations de patients. Parce qu'on est tous ensemble. C'est un vrai gros défi, une vraie grosse douleur, mais qu'on peut améliorer.